Bonjour petit poditeur et bonjour petite poditrice. Ce soir tu es bien tombé car nous allons te conter l'histoire de la vie, ou plutôt celle de tes ancêtres et de leurs descendants, dont tu fais partie bien entendu. Ouvre grand tes oreilles et plonge avec nous dans le grand bain de l'évolution, dans lequel tu découvriras que tes lointains aïeux étaient sous-marins, avant de sortir de l'eau pour tracer leur chemin. Heureusement, tu verras que l'évolution c'est comme la vie, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis et chaque organisme a sa propre success story. Nous sommes le mercredi 9 février 2022, tu écoutes l'épisode 467 de Podcast Science, bienvenue. Et ce soir, nous avons un tour de table bien fourni puisque nous avons Cléora depuis la Normandie. Oui, salut à tous. Nous avons Johan avec nous depuis Paris qui fait la technique. Salut. Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Topo fera l'interview ce soir depuis Paris. Oui, le dossier en co-écriture. Bonsoir. Avec Patrick Laurenti qui nous rejoint aussi depuis Paris et qui nous fait l'honneur de revenir puisqu'il était déjà venu nous voir dans l'émission 299 sur l'Evo Devo. Toujours avec Pierre d'ailleurs. Bonsoir. Voilà, et donc ce binôme de choc de l'enfer va vous faire un super dossier ce soir et je vous laisse la parole. C'est à vous. Comme tu y vas. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la sortie des eaux ou de les sorties des eaux. On verra de quoi il retourne, parce que en évolution, planter le décor d'abord, c'est une chose importante, et ça revient souvent en réalité à dresser le portrait de famille. En effet, lorsqu'on veut découvrir des histoires évolutives, on ne peut pas les chercher dans des écrits antédiluviens, et il faut plutôt faire appel à des méthodes de déduction, en utilisant des indices fossiles et phylogénétiques, c'est-à-dire de liens de parenté entre espèces. Prenez le scénario évolutif de la sortie des eaux. Pourquoi partirions-nous du postulat que les premiers animaux étaient aquatiques, ce qui aurait nécessité une sortie de l'eau du grand bain pour rejoindre de la terre ferme? Eh bien, pour répondre à cette question, pour déterminer si l'ancêtre commun de tous les animaux était un animal qui barbotait ou qui crapahutait, on peut reconstituer son portrait robot en exploitant le plus vieux fossile d'animaux, mais aussi on peut en déduire ses caractéristiques principales en comparant les modes de vie d'espèces actuelles représentatives des premières lignées évolutives animales. À ce compte-là, certains pourraient se baser hâtivement sur le décompte des espèces terrestres d'un côté et aquatiques de l'autre. En gros, combien d'espèces sont sur la Terre, combien d'espèces sont dans l'eau. Et conclure, malheureusement à tort, que puisqu'il y a plus de 6 fois plus d'espèces terrestres que d'espèces marines, c'est que cela nous permet d'affirmer que notre plus vieil ancêtre animal l'était aussi. Mais il faut être en réalité bien plus prudent que cela et compter sur l'évolution pour nous jouer des tours. En effet, le succès évolutif des lignées peut varier vis-à-vis du milieu où elles ont élu domicile, et une étude récente a d'ailleurs utilisé des simulations mathématiques pour déterminer que le milieu terrestre offrait plus d'opportunités de diversification des espèces que le milieu aquatique. En quelques mots, le milieu terrestre offrirait plus de variabilité géographique et climatique, ce qui génère plus de niches écologiques où justement de nouvelles espèces peuvent se diversifier. En d'autres termes, s'il y a plus d'espèces terrestres aujourd'hui, cela ne garantit pas qu'elles soient apparues les premières, mais plutôt qu'elles aient remporté la course de la biodiversité. Et c'est pour cela qu'en préambule, nous allons vous décrire à gros traits les principales lignées animales et leurs liens de parenté. Et pour un aperçu plus complet, je vous renvoie à mes vieux épisodes de Podcast Science, 49, 50 et 51, c'était il y a longtemps, où je vous proposais une exploration de la classification du vivant en débroussaillant l'arbre de parenté de toutes les espèces de notre planète. Mais profitons de la présence de mon illustre collègue Patrick Laurenti pour une rapide leçon de rattrapage sur l'histoire du vivant. Eh oui Pierre, la vie sur Terre est apparue dans la mer. C'est un amusant paradoxe. Mais dans la suite de l'histoire évolutive, plusieurs lignées d'organismes ont quitté le milieu marin pour s'aventurer sur le milieu continental, et certains de leurs descendants ont parfois à leur tour quitté le milieu terrestre pour retourner au milieu aquatique.
Il faut donc faire, comme tu l'as fait, très attention à ne pas parler de la sortie des eaux, mais des sorties des eaux, voire même d'aller-retour dynamique entre la Terre et la mer. C'est ce mouvement incessant à l'échelle de l'évolution des espèces, dont nous allons nous préoccuper aujourd'hui. Mais avant d'évoquer ce balai aquatique, on peut se demander quels furent les premiers organismes à sortir des eaux. Si on se fie aux fossiles, jeune entrepreneur, la question elle est vite répondue. Les plus vieilles traces fossiles terrestres sont des spores que l'on pense produites par des plantes terrestres qui datent d'il y a 480 millions d'années. C'est l'époque de l'Ordovicien. Mais les plantes actuelles, pour pousser, ont besoin d'un sol, c'est-à-dire d'une fine couche superficielle de la roche-mère, enrichie de matières organiques qui proviennent de la décomposition d'organismes vivants. Donc les plantes ne sont donc sans doute pas les premières formes de vie à s'être établies sur le continent faute de sol. Les candidats sont nombreuses au titre d'espèces pionnières, bactéries, archées, algues, champignons, lichens. Le problème, c'est que toutes ces espèces ont en commun de laisser peu, voire pas de traces fossiles. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock? Comment mieux conquérir la terre ferme, tu me diras, qu'en la construisant soi-même? Bon, ça, c'est ce qu'ont fait les stromatolites, les plus vieux récifs sur Terre. Des structures qui dépassent le niveau de la mer, dans des estuaires ou dans des côtes, le long des côtes. Ils sont composés, ils forment des récifs qui sont composés de couches de sédiments et de biofilms. Alors les biofilms, c'est une sorte de film biologique, une crêpe, qui est composée de communautés de micro-organismes. Et donc ces biofilms qui se déposent et qui font tomber du sédiment et qui forment des empilements feuilletés, un peu comme une pile de crêpes justement. Dans ces biofilms, il y a une variété de bactéries diverses. En majorité, ce sont des cyanobactéries qui sont capables d'effectuer la photosynthèse. Chaque génération de biofilms, donc, se développe sur la couche formée par les précédents, et donc au cours des années, les couches s'empilent. Un étage Nutella, un étage crêpe, un étage Nutella, un étage crêpe, un étage Nutella, un étage crêpe. Et donc, le récif va se développer vers le haut. Alors figure-toi que des stromatolites, il en existe de très 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 vieilles traces possibles. Il y en a aujourd'hui que l'on voit croître sous nos yeux. Shark Bay, par exemple, dans la baie des requins en Australie. Mais à North Pole, sur le gisement de North Pole, en Australie, on a trouvé des stromatolites fossiles qu'on a datés de 3,5 à peu près milliards d'années. Milliards. D'accord. C'est la plus vieille trace visible laissée par des êtres vivants sur Terre. Alors on peut trouver plus vieux, mais pour trouver plus vieux, on n'a pas beaucoup d'espace, parce que la Terre a 4,4 milliards d'années, quelque chose comme ça, donc c'est pas 4,56 quoi, c'est pas énorme. Entre 4,56 et 3,5, on a des traces, mais là il faut passer aux analyses physico-chimiques et fouiller dans les isotopes du carbone, qui vont eux témoigner d'une activité de photosynthèse, et ça c'est dans les formations d'Ishua au Groenland, où on a des traces de photosynthèse d'il y a 3,85 milliards d'années. Mais bon, ça c'était en milieu aquatique. Sinon, Wikipédia, mon ami, me dit qu'on aurait aussi des traces fossiles indiscutables de bactéries terrestres d'il y a 3,2 milliards d'années et un fossile de champignons de plus de 1 milliard d'années. Donc si on reprend, les premiers récifs vers 3,5 milliards d'années, des bactéries sur Terre dans la foulée, des champignons sur Terre, j'entends sur milieu continental, vers 1 milliard d'années, et des spores attribués à des plantes terrestres dès moins 481 millions d'années. Mais en fait, il faut vraiment attendre le Dévonien, c'est-à-dire 400 millions d'années au primaire, pour que les fossiles de plantes terrestres deviennent réellement abondants. Or, dans l'intervalle entre 480 à 400 millions d'années, il existe également des fossiles de 2 familles d'animaux. Des scorpions. Alors, il y a une grande bataille récemment, le vieux Dolichophonus qui était connu a été détrôné, et des mille-pattes, la grande famille des pneumodesmes.
des scorpions qui datent d'environ 437 millions d'années, et les pneumodestes, les mille pattes, environ de moins 411 millions d'années. Ah, mais là aussi, une fois qu'on a répondu ça, la question se pose. Ces espèces, ce sont des arthropodes. C'est-à-dire que leur corps est enfermé dans un squelette rigide, une cuticule, qui se fossilise facilement. Alors quand on trouve ces fossiles, on se demande, est-ce qu'il s'agit des traces des premiers animaux terrestres réels, ou simplement des premiers animaux terrestres qui aient laissé des empreintes fossiles, car dotés d'un corps dur? Alors justement, il y a une question qui est apparue dans la chatroom qui nous permet de rebondir un peu sur toutes les informations que tu nous as fournies. Il y a Kaou qui nous demande, les stromatolites, est-ce qu'il y a de l'ADN dedans? Alors, dans les stromatolites actuels, oui, vivants, oui. Dans les fossiles, non, c'est beaucoup trop vieux. Hein, l'ADN fossile, il y a un horizon de mémoire aux alentours de 100 à 200 000 ans. Il est trop fragmenté, on n'arrive plus trop à fouiller dedans. Il y a eu des annonces, il y a plusieurs années, de bactéries qui avaient plusieurs millions d'années, dont on aurait trouvé l'ADN et tout. Tout ça, ça s'est dégonflé. Les gens qui ont fait le boulot sérieusement, comme Svante Pabo, etc., parlent d'un horizon. Je vais dire une bêtise parce que je parle de mémoire, et on a discuté tout à l'heure comment c'est faillible, mais c'est de l'ordre de 150 000 ans. Il y a un horizon auquel... Oui, les annonces de molécules, à mon avis, qui ont été découvertes, analysées, c'est peut-être quelques acides aminés, des protéines, etc., mais rien qui ressemble à véritablement de l'ADN, et surtout pas des choses qui dépasseraient le million d'années. Ouais, peut-être qu'on peut taquiner le million d'années, mais pas plus, quoi. Ouais. Non, ça s'est dégonflé, ça c'était des annonces qui avaient été faites un petit peu dans la folie du début de l'ADN ancien. Mais et d'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que les gens qui travaillaient le plus sérieusement avaient des toutes petites annonces, ils séquençaient des trucs il y a 10 000, 15 000, 20 000 ans, et d'autres qui annonçaient bam, bam, dans Science, Nature, 1 million d'années, 1,5 million, etc. Et finalement, la petite personne qui travaillait patiemment en faisant des petits résultats pas très intéressants s'est avérée être la seule qui faisait le travail très proprement, et s'y remontait pas plus loin, c'était pour cause, parce que les autres avaient couru derrière des contaminations, en fait. C'est Svante Pabo, je vous conseille son bouquin, qui est vraiment extraordinaire. Yes. Tout à fait. Alors attends, juste, il y a rebondi Kaou, il nous demande, et quels sont les éléments importants qui disent que ces stromatolites sont effectivement des bactéries? Ah, des bonnes questions, dis donc. Alors, les actuelles, on les voit, d'accord? Les anciennes, on a des images. Alors, on a déjà la formation de la roche, sa composition, d'accord? Alors, à travers les trucs tout compliqués de la taphonomie, parce que les fossiles, ça change les compositions, mais on est ok que ça devait être au départ les mêmes compositions que les stromatolites actuels. Et on a quelques images. Les cyanobactéries, c'est des bactéries qui sont rondes, mais qui se mettent en filaments, qui se mettent les unes à la suite des autres, et qui font des filaments très caractéristiques, avec des petites cyanobactéries un peu ovales dedans. Et bien, figure-toi qu'on retrouve dans certaines coupes très fines faites sur ces stromatolites fossiles, on peut retrouver cette organisation. Parfait, je pense que tu peux reprendre le cours de cette histoire. Mais il faut dire que c'est quand même exceptionnel. Tu imagines, la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Elle a une géologie active, c'est-à-dire que tout est tout le temps remanié par la dérive des continents, tout ça, la tectonique des plaques. Et du coup, on se retrouve avec une roche qui a 3,5 milliards d'années et qui est toujours là. Voilà, c'est très très rare. Alors, si on peut pas s'appuyer sur les fossiles, comment on va faire pour préciser cette histoire? Écoute, je te pose la question, Pierre. Quelle est la méthode REM? Bien sûr. Les Vaudévaux, bien sûr. Alors bref, l'idée, c'est comme tu disais, c'est d'aller regarder de près les génomes des espèces actuelles et de débusquer les gènes responsables de la formation des structures qui témoignent d'adaptation à la vie terrestre ou aquatique. Des branchies, des trachées, des poumons, des transporteurs d'oxygène. Une fois que ces groupes de gènes sont identifiés, on en reconstruit l'histoire grâce à ce que l'on appelle des inférences phylogénétiques, ce que tu as expliqué. Ce qui veut dire en clair qu'on reconstruit les génomes ancestraux à partir des génomes des espèces qui en descendent, et on localise ainsi l'apparition de tel ou tel gène clé pour l'adaptation au milieu. En plus, on dispose maintenant d'ensemble des génomes
eh bien, on peut procéder à une analyse de type horloge moléculaire qui permet de situer dans le temps l'apparition de telle ou telle espèce. En croisant les deux, eh bien, on essaie de récupérer des informations sur le déroulement historique de cette évolution. Alors, de manière générale, les datations moléculaires nous donnent des dates plus anciennes que les données fossiles. Et ça, d'un certain côté, c'est bien compréhensible. Si on considère que les analyses moléculaires nous renseignent sur la date à partir de laquelle les représente la date. Les analyses moléculaires nous donnent une date approximative de la formation d'un groupe d'espèces, alors que les fossiles nous renseignent sur la date à partir de laquelle des représentants de ces groupes d'espèces ont laissé des traces fossiles. Des traces fossiles qui se sont formées, des traces fossiles qui nous soient parvenues et qu'on ait découvertes à ce jour. D'accord ? Donc, c'est un registre assez fragmentaire. Bon, alors, à ce jeu de qui est le plus vieux, les gagnants semblent être actuellement les 1000 pattes, ce serait, selon les données moléculaires, adapté à la vie terrestre, au Cambrien, vers moins 510 millions d'années. Alors donc maintenant, l'idée c'est d'aller voir d'un peu plus près les groupes d'espèces actuelles et leur mode de vie, terrestres ou aquatiques. On va s'intéresser aujourd'hui uniquement aux animaux, désolé Léa. Mais n'oublions pas que, comme on l'a vu et comme on le mettra en exergue de ce dossier, les plantes, les sorties des eaux, pour multiples qu'elles soient de la part des animaux, se sont effectuées bien après celles de nos frères les champignons et les lichens, de nos sœurs les plantes et de nos plus éloignés cousins les archées et les bactéries. Et donc on va maintenant... Pardon, vous pouvez rappeler rapidement ce que c'est les archées? Je crois que je l'ai su. Je t'en prie, Patrick, vas-y. Oh bah vas-y Pierre, c'est toi. En fait, classiquement, on sépare le vivant depuis les années 70 et les travaux d'un certain Woese, W-O-E-S-E, en 3 grandes lignées. Les bactéries, que à mon avis tu dois connaître, les eucaryotes, qui sont tous les organismes cellulaires qui possèdent un noyau, et les archées, qui est une 3e lignée qui a été découverte assez tardivement. Et de plus en plus de lignes de preuve montreraient que en fait les eucaryotes sont des archées modifiées avec des génomes bactériens, des structures bactériennes qui se sont insérées dedans. Donc en fait nous on serait des chimères archéennes. Et il y a des lignées à l'heure actuelle d'organismes unicellulaires qu'on appelle les archées. Et nous, on serait une lignée qui se soit diversifiée à partir de ce groupe-là, quoi. Mais en gros, par fusion d'archées et de bactéries, nous serions. Ah oui. Donc en fait, les 3 groupes ont plus vraiment de sens parce qu'en fait, il y en aurait 2 qui finalement ce serait une sorte d'hybridation. Mais comme c'est encore le consensus scientifique n'est pas là, moi en cours, je parle encore de 3 lignées: bactéries, archées et eucaryotes. Ouais, alors en fait, il y a pas mal parce que mon mec bossait là-dessus avant. Effectivement, on pense que les archées sont vraiment plus proches des eucaryotes et seraient à la base des eucaryotes. Alors effectivement, c'est assez débattu, mais il me semble que le consensus maintenant le plus récent, on va dire, c'est ça. Et avant, on peut aussi dire que les archées c'était souvent vu comme uniquement des bactéries extrémophiles qui vivaient dans les sources chaudes et tout. Et c'est une idée qui est encore assez répandue. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il y en a sur le corps, je crois qu'il y a une anecdote, genre on en a dans le nombril, par exemple, il y a des archées. Donc en fait, elles sont bien plus réparties que ce que certains vieilles pensées laissent croire. Et là, je me demande combien de poditeurs auront gratté leur nombril après cette remarque. Mais oui, mais alors. Avez-vous des archées sur les doigts? On est le gros souci, c'est qu'avant on se disait il y avait un seul ancêtre cellulaire et puis 3 lignées qui sont sorties. En fait, là, les lignées elles se croisent au fin fond du temps. On parle de quelque chose qui s'est passé au début de l'apparition de la vie, il y a 3,9 milliards d'années. Et en fait, on pense bien qu'il y avait un ancêtre. Seulement aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'on n'y aura pas accès, parce que justement, les bactéries et les archées échangent tellement d'ADN de façon horizontale, de toi à moi, sans relation de descendance,
que on tape sur un horizon. C'est un peu l'horizon cosmique à nous. On n'a pas Hubble, mais on a ça. Notre horizon à nous les évolutionnistes, c'est ce moment où tout le monde s'est changé des morceaux d'ADN dans tous les sens, et donc du coup, nous, on peut plus suivre. Donc du coup, bon, on peut dire qu'il y a quand même 3 lignées. Hein, il y a 2 lignées vraiment indépendantes l'une de l'autre, et une qui est reformée par et une partie par la jonction de ces 2 lignées, par une espèce de comme un lichen ancestral. Bon, quoi, hein. Allez, d'association. Passons quand même aux choses. On a assez parlé de ces organismes qui nous intéressent pas. Maintenant, on va parler des animaux. Hein. Voilà, ça c'est fait. À toi, Pierre. Donc, les animaux ou métazoaires quand on veut se la péter. Eux, contrairement aux vivants qui est divisé en 3 parties, les animaux sont divisés en 5 grandes lignées principales. On a d'un côté les éponges, donc pas les éponges que vous avez dans votre salle de bain ou dans votre cuisine, mais de vrais organismes qu'on appelle aussi les porifera. Il y a une deuxième qu'on appelle les cténophores, c'est-à-dire des organismes à l'aspect de vaisseaux aquatiques futuristes portant des rangées de cils irisés caractéristiques. Les placozoaires, alors ça par contre c'est à l'instar des stromatolites, c'est des sortes de petites crêpes minuscules aquatiques, des blobs informes ressemblant à des crêpes mobiles. Et puis, vous avez des organismes animaux que vous reconnaissez un tout petit peu plus, les cnidaires, ce sont vos méduses, vos anémones, vos coraux, etc. Et les bilatériens, groupe auquel nous appartenons, les humains. Alors pour l'instant, les phylogénéticiens s'écharpent ardemment sur les relations de parenté entre ces 5 groupes, mais il y a un consensus, on s'accorde plutôt bien à consigner ensemble bilatériens et cnidaires pour former ce qu'on appelle les métazoaires. Ça veut littéralement dire les vrais animaux, c'est un poil condescendant, non? Mais bon, même si on ne sait pas vraiment qui est plus proche de qui en termes de parenté entre les groupes restants, eh bien on peut constater qu'à l'exception des bilatériens, l'ensemble de ces espèces sont aquatiques. Et quand je dis l'ensemble, ça veut dire qu'on n'a trouvé aucune espèce terrestre d'éponge, de cténophore, de placozoaire ou de cnidaire, et que ce soit des espèces actuelles ou fossiles. Conclusion la plus parcimonieuse, c'est-à-dire la plus économe en hypothèse, l'ancêtre commun de tous les animaux était aquatique, et il a fallu attendre l'évolution des bilatériens pour voir les premiers animaux terrestres. Mais alors, qui sont ces fameux bilatériens dont je vous parlais tout à l'heure et dont l'humain ferait partie? Eh bien, il s'agit d'une lignée d'animaux qui ont hérité d'un ancêtre commun exclusif, une innovation évolutive notable, celle de posséder une organisation du corps selon 2 axes de polarité et qui définit ce qu'on appelle un plan de symétrie, le plan de symétrie bilatérale. Ces 2 axes de polarité, je vous invite à les retrouver sur votre propre anatomie. On s'est gratté le nombril, maintenant on va essayer de regarder notre anatomie. Il s'agit tout d'abord de l'axe antéro-postérieur qui s'étend d'une extrémité, la tête, donc vous mettez votre main sur votre tête, jusqu'à la partie postérieure, voilà. Puis un axe dorso-ventral qui définit 2 faces du corps, ventrale d'un côté et dorsale de l'autre. Alors attention, à bien utiliser le vocabulaire adéquat, il s'agit d'axes de polarité et non d'axe de symétrie, car symétrie il y avait, alors posséder un axe de symétrie selon l'axe antéro-postérieur reviendrait à avoir littéralement la tête dans le cul. Non, ce qui est symétrique chez les bilatériens, c'est la partie gauche du corps par rapport à la partie droite. Et cette symétrie, elle est définie par un plan, justement, qui est délimité par nos 2 axes de polarité. Donc voilà ce que c'est que les organismes bilatériens, et classiquement, on trouve 2 grands groupes au sein de cette lignée, le groupe des protostomiens, alors bon, on va pas retenir les noms, mais en gros, c'est le groupe, la success story évolutive avec l'essentiel de la biodiversité décrite, c'est-à-dire toute espèce confondue, bactéries, plantes, etc. Le groupe qui a le plus d'espèces sur notre planète, ce sont les protostomiens, et parmi lesquels on retrouve donc les mollusques, les vers annélides, les arthropodes, c'est-à-dire insectes, crustacés, etc. Puis nous avons le groupe des deutérostomiens, auquel l'humain appartient, au même titre que le reste des vertébrés, mais il y a aussi à l'intérieur les échinodermes, oursons, étoiles et concombres de mer et d'autres espèces bizarres dont je vous épargnerai le nom. Et donc... Ourson, tu viens de dire? Ourson de mer, eh bien pourquoi pas, ourson de mer. J'invente un nouveau... voilà, bon, pourquoi pas. Oursin, donc oursin, étoiles et concombres de mer. Et c'est donc
chez les bilatériens que, sans surprise, on va trouver nos premiers exemples d'animaux terrestres. Donc chez ces animaux à symétrie bilatérale, figure-toi qu'on compte au moins, et c'est vraiment un chiffre minimum, 8 sorties des eaux indépendantes. Et en fait, il y en a très certainement bien plus, car quand on compte une seule fois chez les annélides, mais en fait, elle se soit produit au moins 2 fois chez les annélides. Et chez les gastéropodes, on compte au minimum une sortie des eaux, mais ça peut être 2, 3, 4, on n'en sait rien en fait. Si en plus, et surtout chez les gastéropodes, si en plus on prend en compte les multiples retours à la vie aquatique, et voire retour et ensuite retour à la vie terrestre, des allers-retours, le chiffre monte. Les analyses moléculaires datent l'adaptation terrestre des mille pattes vers moins 510 millions d'années, on a dit tout à l'heure, donc à la fin du Cambrien. Suivi indépendamment par celle des arachnides et des insectes, tous les deux vers 470 millions d'années, donc au début de l'Ordovicien. Puis seraient venus les nématodes, ces espèces de minuscules vers filiformes au début du Silurien, il y a 442 millions d'années, et les onychophores que les Anglais nomment velvet worms, ou les vers soyeux, au Dévonien vers 380. Alors pour ceux qui seraient un tout petit peu perdus, et c'est tout à fait logique avec tous ces mots qui finissent en yin, Patrick Laurenti nous a préparé une petite béquille, une petite charte chronostratigraphique internationale que vous pourrez trouver dans les notes de l'émission si jamais vous avez envie de suivre justement cette frise chronologique. C'est donc dans cette période, vers 380-360 millions d'années, que l'on trouve enfin des fossiles de notre famille à nous, les tétrapodes. Alors, laissez-moi vous présenter Papy Acanthostega et Mamie Ichthyostega, d'honnêtes amphibiens du fin fond du Dévonien. Ce sont des tétrapodes, ils ont des mains, alors des mains pleines de doigts, 6, 8, pas 5 comme nous. Mais bon, c'est des tétrapodes. Ils nagent, ils rampent dans les eaux peu profondes et se risquent à des incursions terrestres. Mais, tout amphibien qu'ils soient, leur adaptation à la vie terrestre n'est pas totale. Leurs œufs, par exemple, n'ont pas la capacité de se développer en dehors d'un milieu aquatique. Il leur faut donc pondre dans l'eau. Et il faudra attendre le Carbonifère vers moins 330 millions d'années pour voir des vertébrés dont l'intégralité du cycle de vie se réalise sur la terre ferme, et donc des vertébrés réellement adaptés à la vie terrestre. Et enfin, les derniers venus, à partir du Trias, vers moins 250 millions d'années, viennent nous rejoindre sur la terre ferme, des gastéropodes que l'on dit pulmonés, l'équivalent de nos escargots et de nos limaces terrestres, et 2 familles proches de vers anneaux, des annélides, qui sont si chers à Pierre, les vers de terre et les sangsues. Si cher. je travaille, mon organisme modèle au laboratoire est un annélide. C'est pas pour autant que ce sont les organismes qui me fascinent le plus, d'autant plus que leur description c'est vers de terre et sangsues. Il y a mieux. Oui, enfin ceci dit, c'est pour ça qu'à la fac on te surnomme le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est bien, c'est vrai. Bon, on y arrive justement sur cette description, donc ces arrivées progressives sur la terre ferme de la part d'organismes divers et variés, mais la question c'est comment toutes ces bestioles sont parvenues à respirer hors de l'eau. Et pour répondre à cette question, il va falloir de nouveau se frotter à la discipline, qui me donne des sueurs froides rien que d'évoquer son nom, l'écophysiologie. Souvenez-vous, c'est la fameuse discipline à laquelle je me suis mesuré pour les épisodes 315 et 325 où je vous expliquais la régulation de certaines fonctions animales, régulation thermique ou bilan hydrique, en fonction de leur milieu. Ainsi, les échanges de gaz avec le milieu extérieur font également partie de ce champ disciplinaire, maudit soit-il. Voilà, donc parmi toutes les fonctions animales, la respiration est celle qui peut être la plus importante, car elle détermine si vous êtes capable d'extraire et d'échanger de l'énergie. Autrement dit, la respiration est à la base de votre circuit vital, c'est un peu comme votre batterie, et sans elle, pas d'espoir de faire fonctionner votre machine. En effet, la très grande majorité des animaux, et à vrai dire des êtres vivants sur cette planète, s'adonnent à ce qu'on appelle le métabolisme aérobique. Alors, inutile d'entonner les toutou-youtou, même si, peut-être que Patrick veut l'entonner s'il veut, mais je ne sais pas, non? Oui, peut-être? Non, bon, d'accord. Alors,
Inutile d'entonner les tous, le seul lien qui existe entre la gym tonique et le métabolisme aérobique est que pour effectuer n'importe quelle dépense d'énergie, il faut un bon gros bol de dioxygène qui va être acheminé jusqu'à des compartiments permettant la respiration cellulaire, c'est-à-dire la conversion d'énergie chimique contenue dans des nutriments, soit des glucides, des lipides ou des protéines, en petites unités d'énergie chimique exploitables par la cellule. En d'autres termes, déterminer la consommation d'O2 d'un organisme est un bon moyen de connaître sa dépense énergétique. Le métabolisme aérobique génère aussi du dioxyde de carbone qui, s'il s'accumule dans la cellule ou les tissus, entraîne une acidification néfaste au bon fonctionnement de l'organisme. C'est pour cette raison que les organismes, qu'ils soient unicellulaires ou multicellulaires, ont acquis au cours de l'évolution des mécanismes permettant le transport de ces gaz respiratoires. Bon, coup de chance, pour la plupart, c'est chose aisée, puisque les deux gaz existent à l'état dissous dans les liquides et peuvent diffuser à travers les membranes biologiques. Sans rentrer dans les détails, invoquant des mots comme pression parcelle et autres joyeusetés de thermodynamique, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les gaz diffusent de compartiments. Alors, généralement, de là où ils sont en excès vers les compartiments où ils sont en plus petite quantité, mais aussi suivant la pression régnant dans chaque compartiment, ce qu'on appelle les pressions partielles. Et donc, on peut avoir des choses un petit peu contre-intuitives, certains paradoxes, comme la diffusion d'oxygène dans des bulles d'air coincées dans l'eau. Chez certains animaux aquatiques, la diffusion passive de ces gaz dans et hors des cellules est totalement possible. Donc, généralement, c'est des petits organismes qui restent petits, et leur épiderme est souvent très perméable, ce qui n'aide pas vraiment à se protéger. À plus grande échelle, il y a souvent besoin d'un système acheminant les gaz à travers l'organisme. Et cela passe le plus souvent par un appareil faisant circuler des fluides riches en protéines capables de capturer les gaz. Ce sont des systèmes de circulation comme notre fameux appareil circulatoire sanguin. Et c'est pour cette raison que la plupart des organes respiratoires des animaux sont richement vascularisés. Donc vous regardez des branchies, vous regardez des poumons, c'est parmi les organes les plus vascularisés de notre anatomie. Pour ces plus gros animaux, il est utile de s'entourer de tissus épais pour se protéger, et cela entraîne une baisse de la perméabilité au gaz. Donc, les appareils respiratoires, eux, sont souvent des structures entourées de tissus très fins, avec une grande surface d'échange pour favoriser les transports de gaz. Pour les animaux aquatiques, on va donc parler de ce qu'on nomme généralement des branchies, et celles-ci peuvent être de différentes formes, tubulaires, pennées, c'est-à-dire en forme de plume, pectinées, en forme de peigne, etc. Et elles peuvent soit être fièrement exhibées à l'extérieur du corps, comme le font certains vers arbres de Noël, ou encore des larves de salamandres, ou bien elles sont recouvertes d'opercules, ou d'autres structures protectrices, comme c'est le cas des branchies de la plupart des poissons que vous connaissez. Et comme nous l'a si bien expliqué Patrick, de nombreuses lignées animales ont acquis indépendamment la capacité de respirer hors de l'eau, c'est-à-dire de prélever des gaz non plus sous forme dissoute, mais sous forme gazeuse. Et la première stratégie adoptée par de nombreux animaux pour réaliser cet exploit, c'est d'employer la respiration tégumentaire, c'est-à-dire à travers l'épiderme. On pense ici à des vers, comme les annélides, les lombrics, les sangsues, les autres vers gluants. Généralement, ces animaux sont recouverts d'un mucus qui va jouer le rôle d'interface gélifiée dans laquelle les gaz vont se dissoudre, et c'est donc un peu de la triche car l'animal continue finalement à extraire du gaz dissous, comme s'il était dans un milieu aquatique, mais tout en se baladant sur la terre ferme. Par contre, cela nécessite de maintenir un épiderme toujours mouillé, toujours humecté. Même principe d'ailleurs pour certaines espèces qui emploient des branchies sur la terre ferme, ça existe. Cela va être le cas de certains escargots, de limaces, de crustacés terrestres comme les cloportes ou certains crabes. Chez ces animaux, les branchies sont maintenues dans des cavités bien protégées et qui baignent elles aussi, encore une fois, dans un mucus. D'autres escargots, ceux dont mentionnait Patrick un tout petit peu plus tôt, ils sont dits pulmonés. Eux, par contre, ils ont perdu leurs branchies et ils possèdent une cavité maintenue dans leur coquille, et cette fois-ci, c'est les parois de cette coquille qui sont très fortement vascularisées. Chez ces gastéropodes, la diffusion de gaz est donc quasi directe entre l'atmosphère et le système vasculaire. Quelques exemples encore chez les arachnides.
araignées et scorpions. Il se pourrait de nouveau que la respiration aérienne ait été acquise après une modification de branchies ancestrales. En effet, une lignée de proches parents, des animaux qu'on appelle les limules, sont assez connus parce que notamment ils ont le sang bleu, on évoquait la couleur de leur sang dans l'émission sur le bleu, et ils possèdent... Il y a une super émission de l'envers de la blouse dessus. Ah oui, sur les limules. on fera un petit rappel justement sur ça. Et puis il y a une BD de Oui. notre ami Adrien Demilly, qu'on salue au passage, et qui avait parlé des limules dans le livre La science à contre-pied. Donc voilà, si vous vous intéressez aux limules, il y a plein de ressources pour pouvoir en savoir plus, mais nous ce qui nous intéresse, c'est qu'elles possèdent des branchies sous forme de livrets abdominaux. On parle de branchies en livres, et tous les scorpions, eux, et une partie des espèces d'araignées aussi, possèdent, eux, des poumons en livre. Et on voit une très forte similitude anatomique, morphologique, entre les branchies en livre et les poumons en livre. À chaque fois, chaque page, entre guillemets, de ces livres est à peine séparée des autres et permet d'obtenir une surface d'échange idéale, que ce soit dans le milieu aquatique ou aérien, pour qu'il y ait diffusion des gaz vers le corps de l'animal. Mais si les scorpions sont uniquement dotés de ces poumons en livre, les araignées, elles, possèdent d'autres structures respiratoires aériennes, ce qu'on appelle des trachées. Et elles rejoignent alors le groupe très sélect d'animaux dits trachéens, au même titre que les insectes, les onychophores et les myriapodes. Les myriapodes, c'est vos 1000 pattes et 100 pattes, etc. Et pour décrire ce type très particulier de structure permettant la respiration aérienne, le système trachéen, je m'autorise à m'autociter lorsque je les décrivais dans l'épisode 386, Trachée n'est pas joué. Pour respirer, les animaux possédant un système trachéen font, leurs intéressants, pas de narines, pas de poumons et surtout pas de globules rouges. Pour inhaler et exhaler, ils exploitent ce qu'on appelle un réseau de tubes qui prolonge la cuticule, la paroi externe du corps, qui s'enfonce dans leur corps. Ces tubes portent le nom de trachée et leur système respiratoire par extension est un système trachéen. Chaque trachée est composée de chitine, c'est une molécule caractéristique de la cuticule dont je venais de vous parler. Et donc non seulement ils ont un squelette externe, mais en plus, celui-ci leur rentre à l'intérieur du corps sous forme d'une myriade de tubes. Si on a appelé ces structures des trachées, c'est parce qu'elles ressemblent à nos trachées à nous, avec cette forme en tube avec de multiples anneaux sur toute la longueur. Mais alors que nous ne possédons qu'une trachée, les animaux trachéens en possèdent tout un réseau, dont les plus grosses débouchent sur l'extérieur par des orifices externes qu'on appelle des stigmates ou encore des spiracles. Donc si chez ces animaux on devait chercher des analogues des orifices de notre système respiratoire, les narines et la bouche, on les trouverait tout le long de leur corps. Par exemple, chez les insectes, il y a une paire de stigmates par segment thoracique et abdominal de l'animal, donc vous trouverez l'équivalent de 20 narines chez une sauterelle. Les grosses trachées qui partent de ces narines se ramifient à l'intérieur du corps en de nombreuses trachées plus fines, appelées des trachéoles, et qui vont aboutir dans les différentes cellules du corps de l'insecte pour y amener l'oxygène et récupérer le dioxyde de carbone. Vous avez donc ici un système fondamentalement différent de celui d'un humain et par extension de tous les vertébrés terrestres. Chez les insectes, le système respiratoire trachéen transporte les gaz jusqu'aux cellules. Donc voire jusqu'aux organes. Il n'y a absolument pas besoin de fluide sanguin pour leur permettre de respirer. Et quand on dit jusqu'aux cellules, c'est que les tubes deviennent si fins, jusqu'à 2 micromètres de diamètre, donc 2 millionièmes de mètre, qu'ils peuvent parfois rentrer directement à l'intérieur des cellules. Alexa, j'ai l'impression que tu avais une petite question. Oui, c'est une question assez rapide qui est en lien aussi avec ce que vous avez abordé juste avant. Le fait que les différentes sorties, donc vous les avez datées à différents moments de différents organismes qui sont sortis de l'eau. Je me demandais comment on a pu dater ça. Est-ce que c'est avec les fossiles ou est-ce que c'est en étudiant la physiologie, comme tu viens de le rappeler, qui a montré différents degrés en fait d'adaptation? Les deux, Alexa, comme tu le sais bien, voilà, en Evo-Devo, on fait le chemin entre les deux, quoi. C'est-à-dire que les fossiles, ça donne les dates les plus tardives. Hein, on se dit que s'il est là et qu'on voit là le fossile et qu'il est sur Terre, on sait que c'est pas après cette date-là. Et puis après, c'est tout le jeu des horloges moléculaires et de l'analyse des gènes justement qui sont impliqués dans les voies physio. Donc c'est vraiment le mélange des deux et la rencontre des deux, ce qui est assez d'ailleurs ce qui est assez rassurant ces dernières années, parce que moi quand j'avais
quand on a commencé il y a 30 ans, 35 ans de ça, ces deux écoles s'ignoraient et se méprisaient les uns les autres. Les paléontologues nous disaient vous inventez des dates incroyablement profondes dans le temps, et nous on leur disait mais vous ne connaissez rien, vous aussi à la con. De fait les deux ont dû se mettre d'accord, et c'est là qu'on a vraiment fait des grosses avancées. Même il y a encore 15 ans, c'était ça, même il y a 10-15 ans. Ah, toi aussi, tu as connu ça? Moi, j'ai connu ça, ouais. Mon oral de thèse, quelqu'un m'avait fait une remarque comme ça, ouais. Bah, écoute, tu vois. À travers des années. Mais c'est parce que c'est les égos qui se maintiennent, hein. Moi aussi, j'ai assisté à des colloques dans lesquels il y avait soit d'un côté des phylogénéticiens moléculaires qui disaient oui vos cailloux j'en ai pas vraiment besoin moi pour raconter des histoires évolutives, ou de l'autre des gens mais vous êtes complètement perdus en gènes et etc. et vous ne pourrez jamais reconstituer quelque ancêtre que ce soit avec vos histoires de gènes, etc. Donc ouais, c'est assez compliqué d'entamer un dialogue entre ces deux vieilles disciplines bien séparées. Mais bon, il y a l'espoir. Bah oui. Oui, on arrive à parler même avec les gens spécialistes des plantes, pour te dire si on peut aller loin. Ouh. Ça tire à balles réelles. Bref. Bon, mais Pierre, pour conquérir le milieu terrestre, alors, quel organe était là le premier? Et oui, parce que on vient de parler de plein de lignées autres que la nôtre, donc il y a un moment où on va quand même commencer à s'intéresser à celle qui nous concerne, celle des tétrapodes. Vous l'aurez compris, en fait, cette chronique, ce dossier permet un tout petit peu de remettre les pendules à l'heure et surtout les égos à leur place. On est loin d'être les premiers à être arrivés sur Terre, mais on peut quand même s'intéresser à nous, et on peut se demander notamment qui a acquis la capacité de déambuler sur le milieu terrestre, et surtout, je peux vous poser la question maintenant à l'équipe, à votre avis, pour conquérir le milieu terrestre, quel organe doit évoluer en premier? Les poumons ou les pattes? Les poumons. Les poumons, ouais. Vaut mieux se traîner en respirant que en s'asphyxiant. Ça paraît, ça paraît raisonnable. Moi, il faut dire que moi, en cours, j'étais persuadé que c'était les pattes en premier, puis après, petite gymnastique mentale, j'ai compris que c'était un petit peu débile. La tendance suivra, on va marcher, et puis voilà. Si on veut, à force qu'il y ait des trucs qui crèvent comme ça, il y en a bien un qui va survivre. Ouais, voilà. Par devant, je te rejoins, dit la personne qui avait développé les poumons. Certes. Donc, vous pouvez vous auto-congratuler, vous êtes moins con que moi, mais peut-être qu'une surprise vous attend avec la question qui suit. Depuis quand ces animaux possèdent des poumons? Alors, pour vous resituer l'affaire, sachez que les tétrapodes sont une branche de vertébrés parmi lesquels on trouve, en fait, donc la branche des vertébrés auxquels on appartient, des poissons sans nageoires, sans nageoires paires et sans mâchoire, ce qu'on appelle les lamproies et les myxines. Je vous invite à les regarder, c'est un faciès particulièrement disgracieux. Vous avez aussi d'un côté les poissons cartilagineux, vos requins, vos raies, etc. Et des poissons osseux. Les poissons osseux, c'est la lignée auquel nous appartenons. Parmi les poissons osseux, on trouve un très grand nombre de poissons dits à nageoires rayonnées. Leur autre nom savant, c'est actinoptérygien, mais ça veut littéralement dire nageoire rayonnée, dont le groupe frère est le groupe des sarcoptérygiens. Rien à voir avec Sarkozy, c'est littéralement les poissons à nageoires charnues, sarco voulant dire chair en grec, au sein desquels donc ont évolué les tétrapodes, groupe auquel nous appartenons. Il faudrait maintenant savoir où on se trouve. On trouve aussi au sein des sarcoptérygiens, des poissons comme le selacanthe, fameux poisson qui a souvent été appelé à tort un fossile vivant, comme Patrick Laurentine nous le rappellera. Qu'est-ce que c'est qu'un bon poisson, un fossile? C'est un fossile mort. Voilà. Donc, le sélacanthe est une espèce qui est fortement représentée dans le registre fossile, mais qui existe encore. Il y a plusieurs espèces d'ailleurs de sélacanthe qui parcourent nos océans. Et il y a aussi un autre animal qui font partie du groupe des sarcoptérygiens, donc les poissons à nageoires charnues. Ce sont les dipneustes. Or, comme les amateurs d'étymologie auront pu le déduire, les poissons dipneustes possèdent à la fois des branchies et des poumons, du grec dis double et pnoé respirer. Chez ces animaux,
comme chez nous, les poumons sont en réalité une invagination en cul-de-sac de leur système digestif. Alors vous avez bien entendu, vous prenez une inspiration, une expiration, voilà, nous respirons avec une poche bizarre de notre tube digestif. Pas étonnant qu'on s'étouffe si facilement en mangeant. Et chez les poissons aux nageoires rayonnées, on trouve aussi une sorte de poche du tube digestif leur permettant d'accumuler du gaz, mais qui prennent chez eux le rôle de ballast. On appelle d'ailleurs cet organe une vessie natatoire, et elle régule à merveille leur flottabilité. Fort de cette étrange coïncidence, certains biologistes, dont Darwin, ont proposé un scénario évolutif selon lequel la lignée des tétrapodes et des dipneustes aurait acquis leurs poumons après modification d'une structure ancestrale qui servait à la flottabilité et qui aurait été maintenue quasi intacte chez les poissons à nageoires rayonnées. Donc en gros, on aurait eu un ancêtre avec cette fameuse vessie natatoire qui aurait été maintenue chez les actinoptérygiens, les poissons à nageoires rayonnées, et qui se serait transformé en poumons chez les sarcoptérygiens, donc dipneustes, coelacanths et tétrapodes. Mais depuis Darwin, la recherche a fait de nombreuses avancées, notamment en anatomie comparée et dans la discipline de l'évo-dévo. Et aujourd'hui, le consensus scientifique commence à changer et penche pour un scénario particulièrement contre-intuitif. Cela fait notamment suite à la découverte de structures vestigiales de poumons chez les embryons de coélacanthes, les cousins les plus proches des tétrapodes après les dipneustes, mais surtout la découverte de structures pulmonées chez certains poissons aux nageoires rayonnées, comme un poisson qui porte le nom de bichir, aussi connu sous le nom de polyptère. Et pour vous faire une grande histoire en résumé très 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 succinct, la conclusion c'est que les poumons auraient déjà été présents chez l'ancêtre commun de tous les poissons osseux, qui auraient donc possédé à la fois des branchies et des poumons il y a environ 435 millions d'années. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que les ancêtres de tous les poissons osseux, ce qui signifie les ancêtres de notre propre famille, nous sommes des poissons osseux, faut se faire à cette idée, et ça signifie donc que les ancêtres de notre famille ont possédé des poumons pendant 185 millions d'années, avant qu'une partie de leurs descendants n'envisage de mettre définitivement une patte hors de l'eau. Il semble ainsi que la respiration aérienne ait été acquise il y a très longtemps et conférait un avantage à la lignée des poissons osseux qui devaient peut-être nager plus volontiers dans des eaux stagnantes pauvres en O2, mais qui certainement ne commençaient pas à déambuler sur la terre ferme. 185 millions d'années avec des poumons avant de se dire « Ouais, dis donc, on pourrait s'en servir !» Ouais, ce serait pas mal là d'aller sur la terre ferme et de plus rentrer dans l'eau, quoi. Et ça, c'est un exemple fascinant d'un concept un petit peu compliqué qu'on appelle l'exaptation en évolution, on en reparlera. Mais c'est ce truc-là d'avoir une structure qui est façonnée par l'évolution vers une fonction, vers être optimisée vers une fonction. Et puis, en fait, elle est capable d'une autre fonction et on s'en sert pas. Et puis, au moment où certains individus, certaines lignées vont s'en servir dans cette nouvelle fonction, mais paf, on a un outil tout fait, tout prêt, préparé pour une autre tâche, mais qui marche merveilleusement bien dans cette nouvelle tâche surprenante. C'est vraiment ça, une des leçons les plus intéressantes de l'évolution, c'est de se rendre compte que la fonction peut justement succéder à l'apparition. Donc c'est vraiment, l'organe peut précéder la fonction bien, notamment ici 185 millions d'années avant. Ouais, c'est assez énorme. Alors maintenant, vous pouvez peut-être vous poser des questions sur cette fameuse vessie natatoire. Quelle est son histoire évolutive selon le dernier consensus scientifique ? Ça reste encore à déterminer. Et cette vieille structure pulmonaire, on se demande si c'est elle qui a donné la vessie natatoire des poissons aux nageoires rayonnées, ou si au contraire c'est une structure ballast qui est apparue indépendamment au cours de l'évolution par un phénomène de la convergence évolutive. À noter que des centaines d'espèces de ces poissons ont acquis au cours de leur évolution la capacité de respirer l'air gazeux, mais cette fois-ci à l'aide de leur vessie natatoire. Ça voudrait dire qu'ils auraient perdu les poumons, acquis une vessie natatoire, qu'ils auraient reconverti pour pouvoir fonctionner comme des pseudo-poumons. Tant et si bien qu'il y a certaines anguilles qui font partie de ce groupe de poissons à nageoires rayonnées qui possèdent des vessies natatoires leur servant de pseudo-poumons et qui ont leurs branchies tellement réduites que si elles restaient coincées dans l'eau,
sans accès à la surface aérienne, elles pourraient mourir noyées. Donc si on vous dit c'est comme essayer de tenter de noyer un poisson, vous pouvez le faire avec des anguilles. Ne le faites pas, mais vous pouvez le faire. Mais bon, c'est une autre histoire qui nous intéresse maintenant, à savoir celle de la conquête de la terre ferme par les tétrapodes, que va nous conter mon collègue Patrick. Bah oui, revenons un peu sur ce que les anciens bouquins appelaient la sortie des eaux. La nôtre, celle des tétrapodes, qui a eu lieu, je vous le rappelle, au Dévonien tardif, il y a entre 380 et 360 millions d'années. Rappelons-nous donc, bien avant de commencer, ce que vient de dire... Pardon Patrick, je t'interromps, tu l'as peut-être déjà dit, mais est-ce qu'on est les derniers, parce que tu dis tardif, mais il y en a d'autres qui sont sortis après nous. En même temps que nous, il y a les onychophores, et après nous, les pulmonés, les gastéropodes pulmonés, les escargots et les limaces. Non, les onychophores, c'est ce qu'on appelait les vers soyeux, là. C'est des animaux un tout petit peu bizarres, on en voit au Costa Rica. C'est des proches des insectes. C'est des sortes de tubes à pattes bizarres et qui balancent du mucus à travers deux organes. Bon, c'est chelou. Voilà. C'est chelou. En fait, toutes les sorties de l'eau ont pas été aussi couronnées de succès, quoi. Il y en a, il y a juste 3 personnes qui sont sorties, quoi. Les c'est insectes. rude de savoir. Hein. Ouais, il y en a. Les insectes, c'est des millions. Hein. C'est la moitié de la diversité actuelle. Donc. D'accord. Ouais. Non, c'est plus que la moitié. Ouais. Attends, il y a 1 500 000 insectes. Pratiquement la totalité de ces insectes sont terrestres. Ouais. C'est l'essentiel de la biodiversité actuelle. Ouais. Donc, sur 3 millions d'espèces à peu près. Il y a 6 fois plus d'espèces terrestres que d'espèces marines. Donc pour certains ça a été un vrai succès évolutif. Pour d'autres, on le verra, et puis pour nous, il y a des hésitations. Pour nous, c'est pas terrible, hein. On est vite fait 5000 mammifères, 10 15 000 sauropsidés, si mes souvenirs sont bons. On n'est pas les plus nombreux non plus. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers, on n'est pas les plus nombreux. Bing. Voilà. Et on a une question de Kaou dans la chatroom qui dit « Et les amphibiens, ils sont ni sortis ni pas sortis, non ?» Ah, grande discussion. À mon sens, si on est strict, ils sont pas vraiment sortis. Ils sont un peu comme Acanthostega et Ichthyostega, ils font des balades, mais pour se reproduire, il faut qu'ils pondent leurs œufs en milieu humide. Comme l'expliquait Pierre tout à l'heure, ces animaux ils respirent énormément par la peau, hein. Si vous vernissez un crapaud, vous le tuez, hein, ne faites pas ça. Et c'est une respiration qui est pseudo-aérienne, puisque c'est le mucus qui est liquide sur la peau, le gel qui permet d'intercéder avec le milieu aérien. Donc ils sont, à mon sens, à moitié sortis, quoi. Vraiment, pour vraiment sortir, faut faire tout ton cycle de vie complètement sur Terre. Et ça, il y a... Alors après, il y a des petits trucs, des petites subtilités. C'est vrai que parmi les amphibiens, il y a des groupes de grenouilles et de crapauds qui peuvent être déserticoles. Ils vivent dans un milieu très très aride, mais généralement, ils attendent les pluies pour justement pondre dans des petites des poches d'eau où ils vont eux-mêmes sécréter du mucus pour pouvoir essayer de retrouver un milieu aquatique, mais il y a toujours cette notion de milieu aquatique. Et pour la respiration, ils ont quand même pour la plupart des véritables poumons qui fonctionnent. Donc, mais comme on l'a vu, ce sont ces vieilles structures qui datent de 185 millions d'années. Donc, de toute façon, ça c'était déjà dans la poche de pouvoir respirer l'air aérien. Mais ils gardent quand même difficulté de se séparer complètement du milieu aquatique. Ouais. Et en gros, hein, c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que, comme nous l'a expliqué Pierre, on n'était pas les premiers. Les 1000 pattes gonflent leur sac aérifère et leur trachée de bon air frais depuis le Cambrien, il y a 510 millions d'années. Les arachnides, les scorpions et araignées, promènent leurs poumons en livres, et les insectes promènent leur trachée depuis l'Ordovicien, il y a 470 millions d'années. Les onychophores nous rejoignent pour se dégourdir les pattes concomitamment à nous à la fin du Dévonien. Ceci posé, on l'a évoqué tout à l'heure, les mânes de Papi Acanthostega et Mami Ichthyostega, moins 365 millions d'années au compteur quand même. On en a parlé comme des premiers tétrapodes adaptés à la vie terrestre. Mais on y allait un peu vite.
comme je le rappelais, ces amphibiens font certes des incursions à l'air libre, mais ils restent quand même inféodés à l'eau pour leur reproduction. Ils doivent pondre leurs œufs en milieu aquatique. Pour voir les premiers vertébrés terrestres réellement adaptés à la reproduction sur Terre, faut attendre le Carbonifère vers moins 310 millions d'années. En fait, là, c'est l'apparition des tout premiers amniotes. Les amniotes, ce sont ces animaux dont l'embryon se développe au sein d'un sac. Dans l'œuf, il y a un sac surnuméraire qu'on appelle l'amnios, et cet amnios, ce sac, enferme et contient le liquide amniotique dans lequel baigne, comme un bienheureux, l'embryon en développement. En gros, l'œuf de ces espèces peut donc être incubé en milieu terrestre sans problème, puisque chez les amniotes, il n'y a plus besoin de pondre dans l'eau, puisque l'eau est emportée dans l'œuf. C'est donc depuis le Carbonifère que dans notre famille, on fabrique des embryons maintenus humides grâce à l'amnios, ce qui nous a permis de nous répandre sur les terres émergées du globe. Là, une fois qu'on s'y est répandu, croyez-vous qu'on soit resté là? Croyez-vous qu'on se soit contenté d'envahir les continents? Bah que nenni. Vous savez ce que c'est la famille. Il y en a toujours pour faire les intéressants. Pas plutôt installés sur la terre ferme que certains et certaines s'en sont retournés vivre en milieu aquatique. Alors là, il va falloir trier un peu parce que la liste pourrait être longue et nous entraîner jusqu'à demain matin. Entendons-nous sur ce qu'on va considérer comme réadapté à une vie marine. Certaines espèces passent une partie de leur cycle de vie dans l'eau. Alors donc, je veux dire, des espèces descendantes d'espèces qui s'étaient adaptées sur Terre, des espèces d'amniotes. Et on connaît aujourd'hui des amniotes qui passent une partie de leur cycle de vie dans l'eau, mais qui restent inféodés au milieu terrestre pour leur reproduction, ce coup-ci. Ils peuvent pondre leurs œufs, on l'a dit, sur la terre ferme grâce à l'amnios, et du coup, mais aussi pour la reproduction, faut penser à toutes les étapes. La copulation dans l'eau, c'est pas tout le temps évident, et la mise bas aussi doit se dérouler sur Terre. Les exemples d'amniotes particulièrement adaptés à la vie aquatique abondent. Partiellement adaptés. Donc des animaux qui vivent en mer, mais qui sont obligés de retourner sur Terre, soit pour pondre, soit pour se reproduire. Là, il y a les tortues marines, les serpents marins, les iguanes marins, les oiseaux marins avec leur grande diversité, les crocodiles, puis chez les mammifères, les phoques, les otaries, les hippopotames, tout ça, n'ont qu'une adaptation partielle à la vie marine. Si on se penche sur les amniotes totalement réadaptés à la vie marine, donc je vous rappelle, les ancêtres des amniotes se sont installés sur Terre, puis certains sont retournés sur mer, et on en a là, la liste vraiment se réduit pour une réadaptation totale. On y trouve tout d'abord aucun sauropsidé actuel. Alors, dans le passé, il y en a bien eu. Les sauropsidés, c'est ce qu'on appelait traditionnellement les reptiles et les oiseaux. Maintenant, on fait un grand groupe de ces espèces. Aucun sauropsidé actuel n'est totalement réadapté à la vie marine. Dans le passé, il y a bien eu les sauroptérygiens, d'une part, c'est une grande famille de reptiles marins, d'une part dès la fin du Permien, et c'est dans cette famille que sont nés les fameux plésiosaures du Trias. Et d'autre part, toujours au Trias, une autre grande famille, les ichthyosaures, il y a 250 millions d'années. On sait par exemple que les ichthyosaures étaient totalement adaptés à la vie aquatique, puisque on en connaît depuis longtemps plusieurs fossiles de femelles qui contiennent des embryons qu'elles incubent et qui sont disposés que en arrière pour la naissance, ce qui signe un accouchement en pleine eau. Étonnamment, plus récemment, on a trouvé que les plus anciens fossiles d'ichthyosaures prégnantes, contiennent des embryons disposés tête en avant, comme les animaux terrestres. Ce qui montre que la mise bas queue en avant est une adaptation postérieure au changement du milieu de vie. Les premiers ichthyosaures vivaient en mer, mais mettaient bas comme des animaux terrestres, ce qui trahit leur origine. Est-ce que tu peux expliquer quel est l'avantage du coup d'avoir la queue en avant pour pour naître dans le milieu aquatique? Eh bien, c'est parce que
la queue en avant, ça permet de garder les branchies le plus longtemps dans le tractus de la mère, pour lequel l'embryon est adapté pour respirer dedans. Et puis, une fois qu'il est dehors, tout de suite, il peut se propulser, commencer à nager et ventiler ses branchies. Quand tu dis branchies. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Tu me perturbes, là. Non, mais c'était que j'étais en train de penser au guppy, moi. Bêtement, ça c'est ma formation de... Non, excuse-moi, là bien sûr c'est des pulmonés, ce sont des amniotes. Ce qui va se passer là pour le coup, c'est que d'être disposé, quand on est disposé la tête en avant, on va se mettre à nager, et on va se mettre à nager vers le fond. Ouais, d'accord, ok. Alors, c'est des animaux poumons, je reviens de mes guppy. Ils sont à l'envers, d'accord, la queue est disposée vers le bas, et vont se mettre quand ils sortent, se mettre à nager vers la surface, aidés par la mer. D'accord. Ok. Et c'est la même idée pour les dauphins ou Oui, c'est la même idée. D'accord, ok. Donc voilà. Et alors, si aujourd'hui plus aucune lignée de sauropsidés n'est totalement réadaptée à la vie marine, côté mammifère, voilà. Il y a 2 groupes qui le sont de façon remarquable. Les siréniens, d'une part, ce sont les lamantins et les dugons, et les cétacés, je viens d'en citer, ce sont les dauphins et les baleines. Alors, pour vous dire à quel point ces 2 retours à la vie aquatique sont indépendants l'un de l'autre, il faut revenir à un de mes petits plaisirs coupables, la paléogéographie. La paléogéographie, qu'est-ce que c'est? C'est la géographie du passé. Paléo. Oui, la Terre n'a pas toujours eu la géographie qu'on lui connaît. À la charnière Permien-Trias, au moment de la formation des premiers mammifères et des premiers dinosaures, 265 millions d'années, la Terre ne compte qu'un seul continent, un super continent formé il y a 300 millions d'années qu'on appelle la Pangée. De Pan, l'ensemble, géo, les terres, un continent unique qui contient toutes les terres. À la fin du Trias, début Jurassique, vers 50 millions d'années plus tard, vers moins 250 millions d'années, la Pangée va se couper en 2 doucement par l'ingression d'une mer ancestrale qui va séparer un continent au nord, la Laurasie, et un continent au sud, le Gondwana. Au Crétacé tardif, vers 80 à moins 100 millions à moins 80 millions d'années, le Gondwana, le continent sud, va se fractionner et va donner naissance à l'Amérique du... J'ai écrit une bêtise, là, je suis en train de lire. Au Crétacé tardif, le Gondwana la Laurasie va se fractionner et donner naissance à l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Et c'est sur ce continent euro-asiatique qu'apparaissent les ancêtres des dauphins et des baleines, des cétacés. Au même moment, au Crétacé tardif, voyons, moins 100 millions d'années. Suivez-moi, s'il vous plaît. Au même moment, disais-je, avant d'être interrompu par moi-même, le Gondwana va se fragmenter, lui, pour donner l'Afrique, l'Inde et l'Amérique du Sud. Les 3 continents du Sud. C'est donc sur le continent africain que, au même moment, si vous suivez toujours, mais aux antipodes de la Laurasie, qu'apparaît la lignée des Afrotheria, les animaux originaires d'Afrique, et parmi eux, les tétitériens, la lignée ancestrale des Syréniens et de leurs cousins, les éléphants. Donc, 2 parties aux antipodes l'une de l'autre du globe vont apparaître 2 familles qui vont être progressivement totalement adaptées à la vie marine. Les familles des Siréniens, comme la famille des cétacés, se forment au tout début du tertiaire, c'est-à-dire le paléogène, ce qu'on appelle le paléogène, et elles se réadaptent indépendamment à la vie marine au milieu du paléogène. Alors à l'Éocène, plus précisément, mais ça uniquement pour les pervers férus de géologie, ces malades mentaux lécheurs de cailloux, maudit soit-il. Tout ça, ouh, Alexa, elle va pas apprécier ça. On va faire une petite dédicace à Valentine aussi. Aussi, tout à fait. Et donc tout ça, ça se passe vers moins 50 à moins 40 millions d'années. Dans les 2 cas, l'adaptation est très impressionnante parce que, certes, ces animaux sont obligés de respirer en surface, ils ont des poumons, ils vivent donc en apnée quand ils sont plongés dans l'eau,
mais ils réalisent leur cycle de vie complet dans l'eau. Et en particulier, ils y mettent bas et ils copulent, hein, ce qui n'est pas un exercice sans risque. Pensez-y. Figurez-vous la scène. C'est inquiétant, non? Bah oui. Surtout, allez regarder EBA ou reproduction des baleines, c'est bien. Vous allez voir des choses que vous n'allez plus oublier. Ah bah c'est pas du tout ça à quoi je pensais, moi, tu vois, c'est comme quoi. Ah. Non. Vous avez raison, on se pose toute la question, comment va faire le nouveau-né? Ah. Une partie qui m'a été spoilée tout à l'heure. Mais oui, lui ou elle doit respirer de l'air alors qu'il ou elle naît la tête sous l'eau. Pour le coup, une adaptation comportementale semble vraiment cruciale, là, pour le coup. Moi qui suis toujours méfiant sur l'évolution des comportements, tout ça, on va prendre avec des pincettes. Là, pour le coup, elle est cruciale. Si la mère ne soutient pas le petit, il ou elle se noie. Et ça, c'est très mauvais pour la valeur sélective de la population concernée. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Et de fait, les mères, aidées parfois d'autres individus du groupe, assurent le maintien en surface des nouveau-nés dans ces deux groupes d'animaux. Alors on balance sur la géologie, mais bon, trouver comment les continents bougent les uns par rapport aux autres, le Gondwana et tout, sans tectonique des plaques, on va pas bien loin, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais moi j'avais une question sur les bébés baleines. Il faut les maintenir genre combien de temps? Genre non. C'est ça, jusqu'à 35-40 ans. Avant qu'ils volent de leur propre pièce et qu'ils aient leur bac, et puis après ça y est, on peut les lâcher. Les baleines, ça ne vole pas, hein. Je ne sais pas si tu... Alors, non, il faut le temps qu'ils commencent à respirer, hein, comme des enfants humains. Mais après, de toute façon, il va falloir s'en occuper sérieux, hein. D'abord, il va falloir les allaiter, ces choses-là. Et tout ça, ça se passe dans l'eau aussi. Ça, c'est merveilleux, l'adaptation, quoi. L'allaitement a lieu dans l'eau. Un petit baleineau de mémoire, je me trompe peut-être, mais pas de beaucoup. Un baleineau de rorqual bleu, ça prend 100 kilos par jour. Un truc comme ça. Donc, faut y aller. Et pendant ce temps, la mère qui l'allaite, elle ne se nourrit pas. Parce que mes mères, elle a besoin de krill. Le krill, ça se trouve très au nord, très au sud. Enfin, c'est dans des... Alors que pour se reproduire, pour mettre bas, comme le petit, dans des eaux très froides, et le petit n'a pas assez de graisse, elles vont mettre bas, elles vont accoucher plutôt dans des eaux tropicales. Du coup, tout le temps où on est en eau tropicale, la mère ne se nourrit pas, et par contre, elle allaite le petit qui prend ces gens 100-150 kilos par jour. Il y a une implication de la mère baleine qui est quand même balèze. Mais donc du coup, au bout de quelques jours, au bout de quelques minutes, il a seul à la surface, quoi. Ah bah oui. Quelques minutes, d'accord. Okay. Bah comme autrement, il est mort. Oui. Et donc, enfin, on pourrait parler des heures, hein, des dauphins et des baleines, mais vous connaissez déjà sans doute beaucoup de choses sur ces animaux. Tout le monde a vu Flipper le dauphin, tout le monde a vu Il faut sauver Willy, etc. En revanche, les Siréniens, ça c'est moins connu. Les Siréniens, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, ce sont les lamantins et les dugons. C'est ce qu'on appelle aussi les vaches de mer. C'est des animaux très placides, brouteurs. Il y en avait. Alors aujourd'hui, on n'a plus que les lamantins et les dugons. Il y avait un troisième groupe vivant sur Terre dont je me souviens plus du nom, qui me sort de la tête là, et que la rhytine. Voilà. Qu'on a massacré en 65 ans. Le temps de le découvrir, on les a massacrés. C'est lent, sympathique, peu farouche et, semble-t-il, délicieux à manger. Et donc les marins anglais, français, portugais et espagnols qui ont découvert aux Antilles, c'était dans les îles des Antilles, ils les ont découverts, ils les ont chassés, et 60 ans ou 70 ans après, il n'y en avait plus. Pauvres vaches de mer. Alors, ces Siréniens sont issus d'ancêtres qui datent de l'Éocène, ancêtres qui avaient déjà un mode de vie amphibie il y a 50 à 40 millions d'années. Eux-mêmes, ces ancêtres des Siréniens étaient issus d'ancêtres encore plus anciens, hein, les ancêtres de tous les tétitaires, qui sont également les ancêtres des éléphants.
C'est une lignée, hein, les Siréniens et les éléphants sont très très proches. Ouais, donc pour résumer, pour approcher une image très très frappante des plus proches parents des uns et des autres, les cétacés, donc dauphins et baleines, leurs plus proches parents, ce sont les hippopotames, alors que ou les vaches, des Siréniens, ou les vaches, les cochons, etc. Ça fait partie d'un grand groupe qu'on appelle les cétartiodactyles, alors que de l'autre côté, les Siréniens sont beaucoup plus proches justement des éléphants. Et c'est un tout autre groupe du coup, et donc vraiment une belle preuve de convergence évolutive. Et j'en parlais d'ailleurs au cours de l'émission sur le membre chiridien, notamment parce que on s'intéressait à la manière dont ils ont perdu pour ces deux groupes leurs pattes postérieures. Alors au Maroc, très récemment, on a découvert les fossiles les plus proches de ces ancêtres, des ancêtres des éléphants et des Siréniens. Les fossiles montrent très clairement qu'il s'agissait d'herbivores ongulés. On a des indices pour penser qu'il y avait une tendance, ou du moins des facilités au mode de vie aquatique dans cette famille des tétitaires anciens. Et puis, le fait est que non seulement leurs descendants siréniens se sont adaptés à la vie aquatique, mais leurs autres descendants, les ancêtres des éléphants, aussi. Et comme en témoignent les fossiles de paléomastodons, les ancêtres des éléphants avaient jusqu'à la fin de l'Éocène, jusqu'à il y a 35 millions d'années, donc leurs ancêtres tétitaires il y a 50 millions d'années, jusqu'à il y a 35 millions d'années, il y avait un mode amphibie. Un mode amphibie très proche de celui des hippopotames. Plus proche encore, il y a 15 millions d'années, les platybélodons, plus proche cousin des éléphants actuels, qui vivaient il y a 15 millions d'années, ils avaient un mode de vie autour de mares d'eau et de marais, mais un petit peu plus éloigné de l'eau, puisqu'ils avaient des espèces de je sais pas si des défenses, mais un peu bizarres comme ça, qui longtemps on a pensé que c'était pour fourrager dans les marais, mais en fait on s'est rendu compte beaucoup plus récemment que en fait ça servait à ébrancher les arbres de la savane arborée. Donc, les éléphants, si on reprend bien, ils sont issus d'une lignée de tétrapodes sortis des eaux il y a 330 millions d'années. Leurs ancêtres tétitaires se sont adaptés à une vie aquatique il y a 50 millions d'années. Et leurs ancêtres plus récents, les mastodontes, se sont réadaptés à la vie terrestre à partir d'il y a 15 millions d'années. C'est une vraie valse-hésitation. Ouais, j'y vais pas. Quand j'y vais, je m'en retourne. En gros, on dirait des chats. Enfin, les chats qui hésitent à se mouiller, c'est plus fréquent. Ce qui est drôle avec les éléphants actuels, c'est que les espèces africaines, qui sont restées sur place en Afrique, et la branche des mammouths, qui a envahi le monde et qui a donné le dernier représentant aujourd'hui, c'est l'éléphant indien. Eh bien, tous ces éléphants ont conservé des caractéristiques d'animaux aquatiques. Un espèce de fantôme évolutif. Ils se sont réadaptés à la vie terrestre, mais ils ont conservé quelques trucs qui les gênent pas sur Terre et qui sont des signatures d'avoir un passé de vie aquatique. En particulier, ça, je vais faire le régal de Pierre et d'Alexa qui adorent les études sur les gènes ancestraux. Et il y a une très belle étude sur les myoglobines de combat chez les éléphants, qui a un taux d'auto-oxydation extrêmement élevé, donc qui capture l'oxygène très facilement. La myoglobine, c'est un transporteur d'oxygène qui est présent surtout au niveau des muscles. Eh bien, cette myoglobine particulière leur permet des apnées prolongées. Alors, c'est là qu'on va revenir sur un fun fact qui va nous permettre d'expliquer un peu plus un mécanisme troublant de l'évolution dont on a parlé tout à l'heure, l'exaptation. Il arrive, on a vu parfois, qu'un organe qui a été spécialisé dans une fonction par la sélection naturelle soit par hasard et sérendipité utilisé dans une toute nouvelle fonction dans laquelle il excelle. Toutes les évolutions et les adaptations nécessaires à la première fonction ont donc, en quelque sorte, préparé le terrain à l'aveugle pour la nouvelle fonction
qui arrive par surprise. C'est ce qu'on appelle l'exaptation. Alors prenez ces éléphants avec leurs adaptations à la vie aquatique et à l'apnée. Eh bien, figurez-vous que leur résistance aux faibles teneurs en oxygène leur confère d'excellentes aptitudes à résister à la vie à l'altitude et à la vie en montagne. Et ça a eu des conséquences dans notre histoire. C'est ça qui est drôle. Rappelez-vous, quand Hannibal a attaqué Rome lors de la Deuxième Guerre punique, en provenance de l'Espagne et du sud de la France, les Romains l'attendaient de pied ferme du côté de Nice. Car plus haut, au nord, les cols de montagne, après Tende, tout ça, culminent à plus de 3000 mètres. Et franchir un col de montagne avec une armée équipée et des chevaux harnachés à 3000 mètres c'est impossible. Mais peut-être que vous connaissez-vous les classiques de la Deuxième Guerre punique. L'armée d'Hannibal était équipée d'éléphants. Des éléphants de combat. Alors, c'était des petits éléphants, entre guillemets, de l'Atlas, qui sont aujourd'hui... l'Atlas, c'est la chaîne de montagne qui part du Maroc, Algérie, Tunisie, qui ont aujourd'hui disparu. C'est une sous-espèce d'éléphants de taille plutôt réduite pour des éléphants d'Afrique. Ces petits éléphants de l'Atlas ont permis aux assaillants de franchir les Alpes, bien plus au nord de ce à quoi les Romains s'attendaient, de débouler dans le dos des Romains, et qui les attendaient plus bas et plus au sud, vers Turin, et ensuite de marcher hardiment sur Rome, qu'ils auraient sans doute saccagé si les aléas de l'histoire et les délices de Capoue ne s'en étaient mêlés. Mon Pierre, c'est à toi? Oui, tout à fait. Mais j'étais captivé par ton histoire. Par les délices de Capoue. Avoue, c'est les délices de Capoue qui sont... C'est les délices de Capoue, je sais pas ce que c'est. Du coup, je Hannibal, ce que c'est. Hannibal s'est arrêté à Capoue. Quand, en fait, les Romains, ils ont été malins. Ils ont vu qu'ils prenaient la pile. Ils ont commencé à l'attaquer un peu n'importe où, dont en Afrique. Et puis, ils ont rompu des alliances et tout. Donc, du coup, Hannibal a été obligé de remonter du sud vers Rome. Et pillant le sud de l'Italie, avec le vin, les richesses, etc. L'armée se payait sur la bête, quoi. L'armée d'Hannibal s'est installée à Capoue, qui s'était déclarée ville ouverte. Donc, youhou, pump it up, grosse fiesta, alcool, soirée légère, etc., etc. Ils ont traîné dans Capoue, traîné. Et pendant ce temps-là, les Romains ont d'une part remis sur pied leur armée, fait de nouvelles alliances, brisé les anciennes alliances, et ils se sont tous réunis, et Hannibal a perdu. Ah, ben tu vois, non, je ne connais pas mes classiques, et certainement pas la deuxième que je connaissais le truc du col, là, et j'étais là, ah oui, tiens, bon. Bref. En tout cas, là, c'était encore une occasion d'essayer de tenter de louer les prouesses, des amniotes, mais ce serait, encore une fois, ignorer bêtement les retours à l'eau effectués par de très nombreuses lignées, encore une fois avant eux, probablement mieux que eux, parce que les retours à la vie aquatique sont aussi légion chez les espèces d'arthropodes. Par exemple, il y a des araignées comme l'argironnette aquatique qui vit dans le milieu aquatique, ou encore des acariens aquatiques, ou encore de nombreux insectes aquatiques dont je vous parlais dans l'épisode 386, encore une fois, Traché n'est pas joué. Et au moment où je vous parle, mais vraiment, c'était cette nuit, il y a un tweet qui me sollicitait alors qu'on venait d'écrire la fin de ce dossier. Le coup de poignard dans le dos. Mais oui. Il y a un article qui vient de paraître dans la revue Molecular Biology and Evolution et qui semble en tout cas démontrer qu'une nouvelle fois, les phylogénies peuvent bousculer nos a priori sur les scénarios évolutifs. Il s'agit d'une étude sur les arachnides, donc je vous rappelle, les arachnides sont les scorpions, les araignées, etc. Et cette étude phylogénétique, donc de relations de parenté, propose une nouvelle relation de parenté avec les limules, dont je vous parlais un peu plus tôt. Vous savez, ces organismes aquatiques avec le sang bleu, et qui sont dotés de branchies en livre.
En d'autres termes, cette nouvelle étude, à prendre avec de nombreuses pincettes car très récente et loin d'avoir remporté encore le consensus scientifique, cette nouvelle étude propose que les limules soient en réalité des arachnides modifiés et seraient donc retournés vivre dans l'eau, comme quoi les histoires évolutives liées aux transitions entre le monde aquatique et terrestre sont loin d'être des fleuves tranquilles. Et sur ces beaux mots, s'il y a des questions, allons-y. C'était une punchline de fin. Oui, c'était une punchline de fin. Parce que... Ah oui, moi je m'attendais à ça. Alors, je te rappelle que c'était à 2h du matin. Le coup de la limule, ça fait un peu... Pardon, oui, ça fait l'émeute, ouais. Et je disais, le coup de la limule, ça fait un peu l'émeute, là, j'ai l'impression quand même... Ça a été publié, ça fait trois articles différents qui reproposent, qui arrivent à ce résultat en analysant donc des données moléculaires liées aux arachnides, etc. Donc, ça commence à faire pas mal d'études qui vont dans ce sens-là. Ceci étant dit, sur Twitter, tout le monde se foutait de la gueule en disant ça faisait Uno contre Uno, etc. Non, mais parce qu'il me semble qu'en fait, c'est toujours les mêmes auteurs qui proposent ça, et du coup, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire aussi ce matin, là, un peu, mais bon, après, à voir. C'est ça. Ils ont pas forcément tort. Après, ils cassent le consensus à eux tout seuls. Et voilà, on va pas refaire l'histoire récente, mais c'est important de comprendre ce que c'est que la science et qu'est-ce que c'est que le consensus scientifique. Ils ont peut-être raison, mais il va falloir qu'ils amènent des arguments, etc., avant de détruire tout le reste. Hein. C'est ce que c'est ce que Maddox avait dit pour l'histoire de la mémoire de l'eau. Véniste, et il lui avait dit, si tu me dis que tu as une chèvre dans ton jardin, je me contenterai de ta parole. Si tu me dis que tu as une licorne dans le jardin, je demande au moins à voir une photo. C'est un peu ça. Un caca, aussi. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, du coup, il y a Quadruple Ben qui dit, pourquoi est-ce que l'Evo-Devo, c'est toujours le bordel? Parce que le vivant, il y a un état stable. Non, c'est pas vrai. Il y a un état stable dans le vivant. Ça s'appelle la mort. Essayez. Moi, je suis pas très pressé. Ouais, mais même la mort, en fait, quand tu meurs, mais la décomposition du corps et tout, c'est... On n'est jamais tranquille, ma prof. Bah oui, la taphonomie, ça a foutu le bordel dans plein de reconstructions d'ancêtres. On disait bon, bref, on rentrera pas dans le détail. Ah non, mais l'exemple, alors c'est un très bel exemple, Pierre. Tu sais ce truc, les agnates, ce grand. Oui, c'est pour ça que je voulais pas rentrer dans le détail parce que ça mérite un sujet en soi, mais moi je me souviens d'un super talk par un jeune thésard en paléo qui faisait une thèse sur la transformation au moment de la taphonomie. Et le type, il avait vachement d'humour, quoi. Il reprenait la vieille citation latine qui dit que le poisson pourrit par la tête. Et donc il montrait que quand tu mets un poisson à pourrir quelque part, ce qui pourrit le plus vite, c'est la partie où il y a les branchies là, qui est parce que elle est diversifiée, il y a des diverticules, il y a une surface de contact énorme, c'est donc colonisé tout de suite par les bactéries. Et donc c'est la tête qui se fait bouffer en premier. Et donc avant qu'on puisse se fossiliser. Et donc du coup après qu'est-ce qui reste? Il reste l'arête centrale. Et quand on le découvre des millions d'années après, on dit oh c'était un agnate, il n'avait pas de mâchoire. Et il avait raison, hein, je te parle de ça de mémoire, ça devait être il y a une vingtaine d'années, j'ai vu ça, et en fait, c'est ce qui a explosé derrière, c'est que effectivement, hein, on a trouvé des poissons très anciens, des blacodermes, avec des mâchoires, et des mâchoires composées de plusieurs os. Bon, c'est une affaire de spécialistes, mais qui montre que les gnatostomes, notre famille des gnatostomes, avait plusieurs anciennes, et avait surtout des mâchoires composées de plusieurs éléments squelettiques. Il y a un billet sur le blog de Saft signé par Monsieur Laurenti qui nous explique cela. Si vous voulez aller creuser, on le mettra dans les notes de l'émission. Antélognathus. Ah non, il s'appelle. Tu sais ce qu'elle te dit, la tête du petit poisson? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais ce qu'elle te dit de toute façon. On a pas mal de questions là. J'arrive pas à faire remonter. Quelle est la sortie, quid de la sortie des eaux des plantes? On s'est déjà fait engueuler par Eléa. On parle pas de plantes, nous.
Si, on en a parlé un tout petit peu au début, hein, pour vous dire, c'était il y a 500 millions d'années. Ouais, 480 millions d'années, les spores. Les spores. Et les vrais, et 400 millions d'années, vraiment, alors là, on a des feuilles, on a des racines, c'est des plantes terrestres classiques. Mais des spores qui ne ressemblent pas à des spores de champignons, c'est vraiment 500 millions d'années, quoi, 480 millions d'années. Donc, de toute façon, 100 millions d'années avant nous, les tétrapodes. Les lichens ne demandent Blue Phoenix. Alors, juste, je réponds à celle-ci. Vu que les lichens, c'est un assemblage entre champignons et bactéries, les premiers champignons qu'on a trouvés sur la terre ferme, ils datent de 1 milliard d'années. Mais il y avait peut-être des lichens avant. On n'en sait rien. Des lichens aquatiques, du coup. Ouais, ou des lichens même terrestres qui n'ont pas laissé de traces. Vraiment, champignons, lichens, ça laisse pas beaucoup de traces, quand même. C'est mou, ça se pourrit tout de suite. C'est bon. C'est tout ce problème des fossiles, quoi. Faut dire la vérité aussi, c'est que c'est des groupes qui sont vraiment pas étudiés, quoi. C'est une catastrophe. Enfin, c'est scandaleux. Tu vois, là, on est bien entouré là. Il y a Pierre qui travaille sur des annélides. Il y a peut-être 30, 40 équipes dans le monde en pointe sur les annélides. Tu déconnes. On est 50 équipes sur Platineris seulement. Voilà. Mais si tu compares à la souris ou à la drosophile, tu vois. Oui. Ce matin, j'avais une interview pour un job et on m'a dit mais pourquoi travailler sur la chauve-souris quand tu peux travailler chez la souris. Voilà. Je suis souris, vous voyez ma. Parce qu'elle vole. Parce que j'aime les chauves. Non, mais j'étais là. J'ai un peu tiré à balles réelles dans la réponse d'ailleurs, ce qui était peut-être pas le meilleur choix, mais je veux dire à un moment donné, c'est fou d'avoir encore à justifier ça en fait. Mais en fait, tout ça, c'est et les chauves-souris, c'est pas quand on compare aux souris encore, c'est énorme la différence. Et alors, si on va dans des espèces plus exotiques, enfin moins travaillées, les lichens, il y a tellement peu de monde qui travaille dessus qu'il a fallu attendre il y a une vingtaine d'années pour se rendre compte que tous les livraient faux. Il n'y a pas 2 partenaires dans un lichen, et il y en a 3. Hein, on avait toujours dit c'est un champignon de type Basidiomycète avec une bactérie ou une cyanobactérie ou une algue, et on s'est rendu compte que non, il y avait aussi des levures, donc des ascomycètes dedans, et dans tous les lichens qu'on avait examinés à ce jour, mais juste qu'on l'avait pas percuté. On avait pris ça pour une petite contamination, mais qu'on n'avait pas percuté que ça faisait vraiment partie. Et il y a à peine une vingtaine d'années, 15-20 ans qu'on sait ça. Mais pareil, des labos qui travaillent sur les lichens, c'est pas monstrueux. Hein. Non, mais de travailler sur la variation, c'est dur d'arriver à vendre ça en fait, d'un point de vue scientifique dans le climat actuel, de dire je veux travailler sur une nouvelle espèce modèle pour dire pour explorer les variations, juste l'évolution. Les gens sont là, mais pourquoi tu prends pas un modèle plus simple pour faire ça? Et je trouve que c'est vraiment dur à vendre ça, y compris dans certaines communautés Evo-Devo d'ailleurs. Tout à fait. Et tu sais, j'ai travaillé longtemps sur le requin, on a eu du mal à l'imposer, puis finalement on a été un peu têtus. Alors on nous a supportés un peu comme des originaux par rapport aux poissons zèbres, et déjà la communauté Medaka était déjà mais effectivement il faut chaque fois le défendre, et on se retrouvait nous avec des fois à chercher des choses, et puis on se trouvait dans l'inverse des gens qui travaillent chez la souris, c'est-à-dire que chez la souris, quand tu veux travailler sur un sujet, il faut un tri informatisé des informations. Toi, tu tapes souris cancer, tu rigoles quand il te sort. Tu limites à ce qui est sorti dans les 3 mois, tu as des dizaines de milliers de trucs qui sortent. Quand tu travailles sur les requins, par exemple, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu tapes désespérément, puis tu cherches des trucs, et puis puis c'est vieux. Voilà. Mais effectivement, si on veut avoir une idée de l'histoire évolutive, faut taper dans toutes ces espèces bizarres, dans tous ces petits trucs. Ouais, il y a que ça qui nous permet d'avoir la big,
la vision d'ensemble de ce qui se passe en fait. Et du coup, j'en profite pour remonter en même temps une question de Twist Chest, c'est dur à dire ça. Twist Chest, qui nous dit qu'est-ce qui explique qu'une espèce décide d'alterner entre eau et terre dans leur évolution, ce qui je trouve va bien avec ce que tu viens de dire, parce qu'il faut en étudier plein pour pouvoir répondre à ça. Alors, c'est la mer qui décide. Les espèces, elles font rien, enfin elles décident de rien. Les espèces, elles vivent dans leur milieu. Et puis d'un coup, la mer se retire. Donc effectivement, si la mer se retire, que toi, si tu barbotais déjà un peu type amphibien dans des bouillasses, etc., tu vas mieux t'en sortir et faire plus de descendants que ceux qui étaient plutôt du type thon. Tu vois ? Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein, faut faire attention, il y a un très bien dit là, il y a un très beau dossier pour les gens qui s'intéressent à l'évolution, il faut absolument lire, comprendre et enseigner l'évolution de Guillaume Lecointre, dirigé par Guillaume Lecointre, et le dictionnaire critique de l'évolution, qui sont vraiment des merveilles. Et juste là, il fait attention, on a des formulations qui sont un peu des fois maladroites, quoi. En voulant expliquer, on donne toujours une bonne raison, quoi. Les espèces se sont adaptées comme si elles voulaient s'adapter. Non, elles ont subi des changements de milieu. Hein, elles ont subi le truc. Et comme d'hab en évolution, on n'a aucune nouvelle de ceux qui sont morts. Tout ça s'est fait avec un taux de dégâts impressionnant. Tous ceux qui n'avaient pas des prédispositions, tous ceux qui n'avaient pas des mutations qui favorisaient leur survie au moment du changement de milieu, ils sont morts. Ou alors, en tout cas dans cette zone-là, peut-être qu'ils avaient des cousins un petit peu plus en mer, etc. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça, que plutôt comme la volonté de sortir des eaux, c'est pas les espèces qui sortent des eaux, c'est l'eau qui se retire de... On est tous des petits winners chanceux, quoi. Exactement. Et on a le biais du survivant. Tu sais, l'histoire des avions, là. Ouais, le truc très à la mode, là. Le biais du survivant, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, qu'est-ce que j'avais comme super pouvoir? Non, t'as juste eu de la chance, peut-être. Le facteur chance, très bien. Eh bien, avez-vous une citation pour conclure ce bel épisode, s'il n'y a plus de questions? Alors, Patrick avait proposé une BD qu'on mettra en illustration du dossier, qui est très très rigolote, mais un petit peu plus difficile à narrer pour utiliser en citation. Moi, j'ai proposé donc une citation de Neil Shubin. Neil Shubin, c'est un des papas de la découverte d'un fossile assez incroyable qui s'appelle Tiktaalik, qui a permis de comprendre un tout petit peu comment c'était justement comment l'évolution des membres permettant de coloniser la surface terrestre s'est réalisée chez l'ancêtre des tétrapodes. Et il a écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Some Assembly Required, qui veut dire des instructions d'assemblage sont nécessaires. Et donc sa citation, je vais vous la lire d'abord en anglais et puis la traduire ensuite. C'est Feathers did not arise during the evolution of flight, nor did lungs and limbs originate during the transition to land. What's more, these great revolutions in the history of life, and others like them, could never have happened otherwise. Major changes in the history of life didn't have to wait for the simultaneous origin of many inventions. Massive changes came about by repurposing ancient structures for new uses. Innovations have antecedents that extend deep in time. Nothing ever begins when you think it does. Et c'est surtout la dernière partie qui m'intéressait. Donc je vais vous la traduire. Les plumes ne sont pas apparues au cours de l'évolution du vol, pas plus que les poumons et les membres ne sont apparus lors de la transition vers la terre ferme. Qui plus est, ces grandes révolutions dans l'histoire de la vie, et d'autres comme elles, n'auraient jamais pu se produire autrement. Les changements majeurs dans l'histoire de la vie n'ont pas dû attendre l'apparition simultanée de nombreuses inventions. Des changements massifs sont survenus en réaffectant d'anciennes structures à de nouveaux usages. Les innovations ont des antécédents qui s'étendent loin dans le temps. Rien ne commence jamais quand on le croit. Sachant que Neil Shubin a aussi écrit un livre qui s'appelle Your Inner Fish,
qui, si vous vous intéressez à l'Evo-Devo, est vraiment chouette, ça se lit bien, et voilà. Ouais, c'est très bien. Inner fish, ça veut dire ton poisson intérieur, pour ceux qui ne sont pas franglophones. Trouve ton poisson intérieur, petit scarabée. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Autrement, je vais conclure cet épisode. Conclute. Je conclue, donc nous arrivons à la fin de cet épisode en immersion aux origines de la vie. On espère que tout ce qui vient de se dire vous donnera matière à réfléchir la prochaine fois que vous infuserez dans un bain chaud. Si vous pouviez vous faire pousser des nageoires, vous vous jetteriez à l'eau? En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine et que servir la science soit votre joie.